Salut les amis! Alors, nous voici de retour aujourd'hui pour une critique de livre à nouveau. Ce sera Misery de Stephen King, évidemment. Je suis retournée dans les livres que j'avais déjà lus. Je les mets toujours dans mes livres préférés parce que Stephen King, il a une licence pour être dans mes livres préférés de toute façon. Pour quasiment tous ses livres, à 2 ou 3 exceptions près. Voilà, je louche vers Sleeping Beauty et puis vers l'Outsider évidemment. Mais sinon, la plupart de ses anciens livres sont dans mes livres préférés, même si ils sont pas forcément avec les notes les plus hautes que je mettrais d'habitude. Ils ont beaucoup d'importance dans ma vie. Voilà, enfin Stephen King, clairement, c'est un de mes auteurs toujours préférés. En tout cas, il l'a été pendant très longtemps. Maintenant, c'est plus mon auteur préféré, mais bon, il est certainement dans mon top 5. Et Misery, c'est un livre que j'avais lu précédemment dans une édition dégueulasse, hyper mal scannée, où du coup, il y avait des passages entiers qui étaient complètement illisibles, c'était plein de caractères chelous, et je l'avais quand même lu en entier, c'est dire qu'il était intéressant, parce que si je m'étais fait chier avec des caractères pareils, et une telle galère pour le lire, j'aurais arrêté. Et c'est un livre qui m'avait longtemps angoissée, et d'ailleurs, j'avais pas du tout envie de le relire, et quand je l'ai relu, je m'en rappelais vraiment à 75%, je dirais. Du coup, évidemment, les choses qui m'ont le plus plu quand j'ai relu, c'est les choses que j'avais oubliées, et il y a énormément de choses que j'ai trouvées moins marquantes que la première fois. Je pense que c'est quand même un livre qui s'épuise un peu quand on l'a déjà lu, contrairement à certains autres. Donc j'hésite sur ma note, mais je vous la dirai à la fin, et je pense que je vais quand même plutôt la mettre parce que justement le fait que je me rappelle aussi bien, alors qu'il y a certains livres, je les ai lus 3 fois et je me rappelais toujours pas trop, ça veut quand même sûrement dire quelque chose. Et je pense que cette histoire, elle est entre guillemets suffisamment originale et marquante, enfin il fallait l'écrire quoi. Paul Sheldon est un écrivain qui écrit 2 sortes de choses, des romans qui suivent de la saga, donc des Misery, son héroïne principale, et c'est ce que aiment la plupart des gens, et surtout des femmes apparemment, donc ça a l'air d'être un peu, un type de roman un peu à l'eau de rose, un peu gnangnan, un truc d'aventure mais un peu cucu, je pense qu'il faut le dire, et donc ça c'est sa saga principale, et c'est grâce à ça qu'il gagne sa vie, qu'il est connu. Mais lui, ce qui lui tient le plus à cœur, c'est les autres romans qu'il écrit à côté, qui sont indépendants, et où il met vraiment entre guillemets toute son âme, et Misery c'est juste pour gagner de l'argent. Mais évidemment c'est ça qui a le plus de succès, et ses romans d'à côté passent un peu à la trappe. Il a fini un Misery qui est sorti il y a pas longtemps surtout, parce que je pense que ça fait un moment qu'il a fini d'écrire, mais en tout cas il est sorti là, et il est bien content parce qu'il a tué Misery à la fin de son bouquin. Il se dit j'en pouvais plus de cette héroïne, les gens vont enfin arrêter de m'emmerder avec, je pense que maintenant je suis suffisamment connue et que j'ai suffisamment d'argent pour vivre de ce que j'aime vraiment et pas de ce que je me sens obligée de faire. Donc voilà, Misery elle est morte. Bon vent, bon débarras, et maintenant je vais me consacrer aux livres qui me tiennent réellement à cœur, et donc quand on arrive dans le livre, il a fini un livre qui s'appelle Fast Car, auquel il tient réellement et qu'il considère comme vraiment bon, et il se dit là ça y est, je vais commencer ma vraie carrière en tant qu'auteur, et je vais pas juste être un mec qui survit grâce à l'écriture quoi. Et donc il est content de lui, et il s'est un peu bourré la gueule, il a décidé de partir à l'aventure dans la montagne en étant bourré alors qu'il y avait une tempête et de la neige et compagnie, en se disant c'est pas grave, j'en ai plus rien à foutre dans la vie, il faut faire des trucs sympas pour se vider la tête, se changer d'habitude. C'est un gars qui a eu plusieurs femmes mais qui a divorcé 2 fois si je me souviens bien, et du coup qui a des aventures et compagnie mais pas vraiment de gens avec qui il vit, et donc il est un peu insouciant, un peu en mode je vis sans trop réfléchir au lendemain, et c'est pour ça qu'il s'en va dans cette tempête, dans la montagne, au milieu de nulle part, avec son dernier manuscrit qui vient de finir sur lui et dont il a aucune copie. Ne faites pas ça chez vous. Mais je pense qu'on se le dira jamais assez, parce que moi, j'ai beau me dire qu'il faut que je fasse des copies de ce que j'écris, je les fais pas tous les 2 jours non plus, et si à un moment mon PC crachait, je crois que j'aurais envie de mourir. Il est dans cette situation quand, tout à coup, pouf, il a un accident, et malheureusement pour lui, la femme qui va le découvrir accidenté, inconscient dans sa voiture avec les jambes en miettes, c'est Annie Wilkes, une infirmière un petit peu timbrée, comme elle-même le dit, qui est sa fan numéro 1 et qui, du coup, adore la saga des Misery, et qui va le recueillir, entre guillemets, et commencer à lui donner des médicaments pour qu'il guérisse, etc. Mais ne pas prévenir l'hôpital et l'enfermer chez elle dans sa chambre d'amis. Et être en mode oh là là, je vous adore. N'empêche qu'elle appelle pas les secours et elle le garde dans une chambre et elle lui dit je vais lire le dernier Misery, justement, je viens de l'acheter, ça a l'air génial, je vous adore. Et elle le lit et elle lui dit non.
à la fin. Non, vous avez pas le droit de tuer Misery, espèce de sale oiseau. C'est une de ses insultes préférées. L'autre mot qu'elle utilise beaucoup, c'est biscornouille. Et elle utilise un peu le mot merdeux, comme un certain mec dont je me rappelle pas le nom, mais le propriétaire de Christine. Si vous entendez des gens dire le mot merdeux, méfiez-vous, je pense qu'ils ont une case en moins. Donc elle lui dit non, vous n'avez pas le droit de tuer Misery. Ce roman, moi je ne l'accepte pas, vous allez en écrire un autre, vous allez la ramener à la vie. Et le gars lui dit non mais non, elle est morte, c'est fini. Et donc elle va lui dire non. Enfin, elle va lui demander de brûler devant elle Fast Car, donc son dernier livre. Vous allez me dire, mais pourquoi il accepte ? Il accepte parce que il est alité, il peut pas marcher, il est dépendant aux médicaments antidouleurs qu'elle lui donne, et elle l'a déjà menacé à plusieurs reprises, et elle lui a déjà fait faire des choses pas très ragoûtantes, entre guillemets, juste avec la pression psychologique, parce qu'il est dépendant et qu'il le sait très bien, et que, voilà, ils sont au milieu de nulle part, ils sont dans la montagne et compagnie, il y a personne qui passe dans ce coin-là, donc il a très bien compris qu'il était pris en otage, et donc elle va le forcer à brûler lui-même son livre, et à lui dire « c'était de la merde de toute manière, et maintenant vous allez m'écrire un nouveau tome de Misery ». Donc le principe, c'est une fan complètement dingue qui a son écrivain préféré dans sa chambre d'amis, retenu prisonnier, qui peut pas marcher parce qu'il a les jambes en morceaux, qui est dépendant d'elle à la fois sur le plan pratique et à la fois sur le plan médicament. Et donc elle peut l'obliger à faire ce qu'elle veut, et en particulier sur le plan littéraire. Et donc son amour-propre, ça va prendre très cher. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Paul Sheldon, et on est clairement d'un point de vue interne à la troisième personne, comme c'est très souvent le cas chez Stephen King. Je trouve que celle-ci, c'est un peu l'essentiel si vous devez lire un seul roman de Stephen King où le héros est un écrivain, je pense que c'est celui-là. C'est quelque chose qui est à la fois très réaliste, justement, il n'y a pas de surnaturel dans ce roman, et en même temps qui fait beaucoup plus peur que le surnaturel classique, justement parce qu'on peut très bien se l'imaginer, et je pense qu'on a tous connu des gens un peu fous, potentiellement pas à ce point-là normalement. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut s'imaginer en fait, et c'est ça qui fait que c'est marquant et que ça fait vraiment peur. Donc le concept c'est ça, c'est un écrivain pris en otage, et c'est extrêmement original et intéressant, parce que comme je vous disais, elle a brûlé un livre qui lui tenait énormément à cœur en lui disant c'est de la merde, et elle lui demande d'écrire un livre qu'il a pas envie d'écrire en lui disant de toute façon c'est ça, ou alors je vais te torturer, tu vas en chier. Paul Sheldon il dit je vais être une sorte de Sherazade, il faut que j'écrive pour survivre, il faut que mon histoire la tienne en haleine, et c'est mon seul moyen de rester en vie, et si à un moment elle se fait trop chier, si je perds son attention, je vais crever quoi. Cette espèce de version moderne de Sherazade, je trouve que c'est une putain d'idée, un putain de concept. Alors si Annie Wilkes était là, elle me ferait certainement boire du savon, ce genre de truc, parce qu'elle aime pas que les gens disent putain ou merde, ou elle aime pas que les gens emploient des gros mots. J'essayerai dans cette vidéo de dire biscornouille à la place. Au cas où il y a des Annie Wilkes qui m'écoutent et qui projettent de m'enlever pour me forcer à faire des critiques de livres que j'ai pas envie de lire en réalité. Le déroulement de l'intrigue, voilà, on est d'un point de vue interne, et on va évidemment avoir une gradation dans les choses horribles. Alors il y a un certain moment où je pense qu'on a atteint un pic et qu'on peut pas trop aller plus loin, donc on va rester sur une espèce de plage ou palier ou plat où il y aura des choses horribles, mais horribles à peu près de la même hauteur. Mais il y a une chose que j'avais un peu oubliée et qui va quand même un peu plus loin que les autres et que j'ai trouvé extrêmement cool et que je vous dirai en spoil. Déroulement de l'intrigue, on est vraiment sur un huis clos parce que on est juste entre deux personnes. Cet écrivain qui est censé être le mec normal pour qu'il y en a de l'empathie, mais qui est quand même relativement fourbe, et Annie Wilkes qui est complètement tarée. Je pense pas qu'on puisse l'aimer. On peut avoir pitié d'elle par moment, parce qu'on est quand même humain et c'est suffisamment bien écrit pour que forcément il y a des moments où elle a pas l'air agressive, où elle a l'air de pouvoir être un petit peu gentille, ou d'avoir des côtés humains, ne serait-ce que ça, et où du coup on se dit c'est quand même dommage, mais ça ira pas plus loin que ça. C'est vraiment pas une personne qu'on peut aimer, et je pense que c'est un méchant de livre qui est marquant et qui peut être assez traumatisant, donc c'est vachement cool. Paul Sheldon, c'est vraiment le mec normal, mais comme je vous dis, il a des côtés fourbes. Il va aller loin dans la destruction, entre guillemets, comme je vous disais, de son amour-propre, de son moi intérieur, et ça, c'est intéressant. Il va à la fois beaucoup s'avilir à mon goût. Après, moi, je pense plus fière que la moyenne des gens, probablement, même si les gens seraient peut-être pas d'accord quand je dis ça, mais je pense qu'ils seraient peut-être plus indulgents que moi sur beaucoup de choses de ce genre, justement, de dire quand vous faites torturer et compagnie, est-ce que vous allez supplier. Donc moi, je l'ai trouvé un petit peu trop par terre en train de ramper à des moments pour que je puisse m'identifier ou avoir de l'empathie. Ça peut vous sembler paradoxal, mais moi... quand je désapprouve quelque chose, mon empathie diminue. Et puis, comme je vous disais, il est surtout fourbe et menteur et il va faire des coups en douce. Le fait que j'avais détesté ce livre,
Je l'ai adoré, mais je l'ai vécu comme quelque chose de désagréable et j'avais pas du tout envie de le relire. Et je l'ai vécu comme une espèce de traumatisme plus que comme quelque chose de cool. C'est dû, je pense, en partie au fait que j'aimais pas les deux persos et que je désapprouvais tout le monde en fait. Forcément, j'avais plus d'empathie pour le mec qui est le plus torturé physiquement, qui est le moins coupable des deux, donc oui, je voulais qu'il s'en sorte. Mais la manière dont il le fait m'a dérangée. Je pense que c'est ça qui fait que j'ai pas pu juste jubiler en me disant « Ah, c'est stylé, il a gagné ». En même temps, je sais bien que c'est beaucoup plus réaliste comme ça. Mais voilà, c'est ce qui fait que ce livre, pour moi, est un moment dur à passer. C'est ce qui me fait hésiter à le considérer comme vraiment bon. Maintenant, il y a des livres durs qui peuvent quand même être bons, donc voilà, la question est toujours ouverte. Le déroulement de l'intrigue, on va avoir diverses tortures et mutilations physiques ou psychologiques de Paul Sheldon, et comment il essaye de garder un tant soit peu de sa propre personnalité, et comment il se voit lui-même tomber un peu en morceaux. Et on voit aussi Annie Wilkes, qui était déjà folle au départ, mais qui tilte de plus en plus au fur et à mesure du livre. Et c'est quelque chose que Stephen King fait souvent et qui fait assez bien. On retrouve un peu du propriétaire de Christine chez Annie Wilkes, on retrouve un peu de tous ces méchants, en fait, je trouve. Le fait qu'ils décrivent qu'elle a l'air vide par moments, c'est quelque chose qu'on retrouvait, il me semble, déjà chez le père de Beverly, dans ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement chez beaucoup de ces méchants, particulièrement, justement, ceux qui sont humains et qui servent à terrifié par le côté banal, entre guillemets, de la violence un peu domestique. C'est quelque chose qu'on voit évidemment moins chez les créatures surnaturelles ou chez les personnages qui sont supposés être vraiment démoniaques ou vraiment maléfiques. Je pense que c'est plus les personnages, justement, où il veut montrer qu'ils sont quand même humains et que du coup, en fait, ils débranchent leur cerveau pour devenir horribles parce qu'ils supportent pas eux-mêmes forcément ce qu'ils font et ils s'en rappellent d'ailleurs pas. Annie Wilkes a dit plusieurs fois qu'elle se rappelle pas des choses qu'elle a faites quand elle était un peu dans un drôle d'état. Évidemment ça fait peur parce que ça m'évoque des choses que j'ai déjà vues dans la réalité, mais comme je vous dis c'est quelque chose que j'ai déjà vu et c'est pour ça que ça m'a peut-être moins fait sauter au plafond cette fois-là. Maintenant si c'est quelque chose que vous avez pas encore vu, lisez-le et ça vaut la peine de le lire et c'est probablement la fois où vous le verrez le plus en face et dans le détail dans les livres de Stephen King, parce que là comme je vous dis on est dans un huis clos entre pile deux persos et Annie Wilkes on la voit vraiment tout le long du bouquin. C'est pas juste un méchant qui passe de temps en temps, donc si ce type de méchant vous intéresse, vous êtes au bon endroit. À la fin, j'y reviendrai. Les personnages, donc on a juste Paul Sheldon et Annie Wilkes. Alors on peut avoir potentiellement Misery et les personnages de Misery, parce que quand Paul va se mettre à écrire son nouveau Misery, on va avoir des passages de son nouveau livre au fur et à mesure qu'il les écrit. Alors moi, l'histoire de Misery ne m'intéresse pas du tout. Je sais que plusieurs personnes ont dit « Oh, c'est génial, un livre dans un livre, et puis les deux histoires sont passionnantes et on a envie de savoir la fin. » Alors non, moi l'histoire de Misery ça m'intéressait absolument pas. Je sais pas si Stephen King a écrit un truc aussi nul à mon goût en tout cas, pour faire quelque chose de différent de ce qu'il fait d'habitude, parce que plusieurs fois Paul il dit lui-même que ce qu'il fait c'est pas invraisemblable mais c'est pas réaliste, et moi c'est en partie ce qui fait que je trouve ça complètement sans intérêt. Je pense que lui aussi d'ailleurs, mais encore une fois je pense que c'est peut-être pour montrer que Paul Sheldon il écrit ça tout en méprisant ce qu'il fait et en ayant l'impression de faire un truc juste pour les gens un peu stupides. Mais pourtant ce qui est bizarre c'est que quand il écrit son livre il se prend au jeu et lui-même il est passionné par ce qu'il fait, il a hâte de savoir la suite et il se dit oui c'est le jeu du sauras-tu, où on donne une situation, on dit oui, qu'est-ce que tu ferais si t'étais, je sais pas moi, dans une rivière entourée de crocodiles, et là, pouf, tu dois improviser quelque chose de crédible, et ensuite les gens jugent si c'est suffisamment crédible pour eux ou si t'es viré du jeu. Et lui, il dit qu'il a toujours été fort à ce jeu-là, et que il écrit des choses de cette manière. Et la première fois qu'il commence à réécrire son nouveau roman de Misery, il décrète qu'elle est juste pas morte, en fait, et Annie Wilkes lui dit non, ça c'est de la merde, c'est bon à acheter, parce que on se demande comment elle va revenir alors qu'elle était supposée être morte, et si vous dites que elle est pas morte, c'est juste que vous avez pas tenu compte du livre précédent, et ça c'est de la triche, c'est de l'arnaque, donc pour moi c'est pas acceptable. Et lui au début il est en mode non mais elle est relou, et après il comprend, il se dit ah oui ok, son curseur de vraisemblance il est quand même très élevé, enfin il prend beaucoup de choses pour en tout cas acceptable, alors que moi ça me semble pas crédible du tout. Je pense que c'est peut-être volontaire parce que comme plusieurs fois il insiste quand il se passe des choses plus ou moins improbables ou au contraire plus ou moins tordues dans son histoire, il dit ah dans un livre ça se serait pas passé comme ça, dans un livre les choses auraient été plus rondes, plus justes, elles auraient eu plus de style. À un moment il dit un truc du genre oui il y a que dans la réalité que des fois vous avez des conversations ultra importantes avec des personnes que vous aimez etc, alors que vous avez envie de chier ou des trucs comme ça. Ouais c'est sûr
que dans un bouquin on le précise pas forcément. Justement, si lui il le fait, c'est en partie pour ça que je le trouve aussi génial. Vous allez peut-être me trouver bizarre de citer en particulier cet exemple et de dire ça, mais oui, moi c'est pour ça que je trouve que c'est réaliste, et c'est pour ça que je rentre dedans, que j'y crois, que j'adhère et que ça me touche autant. C'est parce que justement on a vraiment l'impression de vivre quelque chose d'un point de vue interne de quelqu'un de réel, et pas juste de lire un compte rendu d'une personne complètement lisse. Et le livre de Misery, pour le coup, tous les personnages à mon goût sont lisses et complètement creux. Est-ce qu'il aurait pas pu écrire un livre bien dans un livre bien ? À chaque fois qu'il y avait les passages du livre de Misery, j'avais l'impression de m'emmerder. J'arrivais à adhérer à l'idée que l'auteur s'attache à son propre bouquin, parce que bon, il le dit, et c'est un auteur, et quand on écrit, heureusement qu'on s'attache à ce qu'on écrit. Mais en tout cas, moi, je trouvais que c'était pourri, et c'est un petit peu dommage. Et pourquoi je dis ça alors qu'on est dans les personnages ? Donc Annie Wilkes, c'est la méchante, comme je vous disais, qui débranche son cerveau pour faire des trucs horribles par moment, et c'est surtout qu'elle est... je sais pas si elle est bipolaire ou lunatique, ou je sais pas comment on peut appeler ce qu'elle est, mais elle a des phases. À des moments, elle a l'air d'avoir besoin de faire du mal à des gens. Si elle a pas de gens sous la main à défoncer, elle se fait du mal à elle-même, et on sent que ces phases se rapprochent, et qu'elle est un peu sur le point d'exploser mentalement comme une cocotte minute. Gare à ceux qui lui tombent sous la main dans ces moments-là. Donc Annie Wilkes, ce que je vous dis, elle est vraiment flippante, elle est vraiment bizarre, et elle est ultra imprévisible, et évidemment moi c'était un type de méchant entre guillemets qui me faisait particulièrement peur et qui me touchait particulièrement. Je parle au passé parce que comme je vous dis, ça m'a à peu près rien fait là à la relecture. En tout cas, j'ai ressenti aucune inquiétude, aucune angoisse, rien de spécial. Je me suis dit c'est stylé à certains moments, et je me suis dit ah ouais quand même à d'autres, et ça m'a replongé un peu dans mes propres souvenirs, mais j'ai pas éprouvé de choses pour les personnages. Je le dis parce que c'est rare, et à la première lecture j'en avais ressenti, et là j'en ai pas ressenti, et je sais pas trop pourquoi. Et Paul Sheldon, je vous disais, c'est un mec quelconque mais fourbe, et du coup ben c'est compliqué, et Misery, et voilà, c'est pour ça que je parlais de Misery, je me suis perdue, mais Misery, Geoffrey, Yann, tous les personnages du livre, moi je les trouve complètement vides, admettons, mais moi ils m'ont pas intéressé. Apparence, alors Paul Sheldon, on sait qu'il a les yeux bleus parce que Annie Wilkes lui dit qu'il a des beaux yeux, et il avait l'air d'être beau, bon maintenant du coup il est surtout estropié, et puis on nous décrit bien son état qui se dégrade au fur et à mesure de sa captivité, et Annie Wilkes, elle a l'air normale au premier abord, mais il dit qu'elle ressemble à une idole de pierre, comme si c'était une façade ultra compacte. Je trouve ça génial en fait justement comme métaphore, parce qu'on a du mal à comprendre ce que ça veut dire, mais justement ça a un côté mystérieux, profond, et où on a l'impression que c'est quelque chose d'insondable, et je pense que c'est vraiment ça qui veut dire justement. Comme il y a des moments où je vous disais son regard se vide, elle a l'air d'être juste une façade, et derrière on a l'impression qu'il y a rien, et c'est cette espèce de justement de vide, mais de vide opaque justement, qui fait peur quoi, parce que ça a l'air d'être un peu le non-sens ou le chaos ou quelque chose comme ça qui est derrière quoi. On sait qu'elle est très forte physiquement, elle est assez baraquée, elle soulève des trucs lourds, y compris lui-même. Il dit que même s'il s'était battu contre elle quand il avait encore ses jambes et compagnie, il aurait probablement pas gagné, donc ça c'est sûr que c'est impossible. Et tout le long, on va vraiment sentir qu'elle a cette supériorité physique. Elle fait l'espèce de fermière, maman, matrone ou je sais pas quoi, mais avec un côté hyper malsain, et même son côté infirmière, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais Annie Wilkes c'était une infirmière avant. Maintenant elle exerce plus, on se demande bien pourquoi. Ça lui donne encore un côté plus flippant, ce côté infirmière maléfique qui utilise plein de médicaments où on sait pas trop ce qu'elle lui fait avaler ou ce qu'elle lui injecte. Personnalité, voilà, on a un gars torturé avec sa personnalité de mec normal, mais qui prend super cher, et c'est intéressant. Et Annie Wilkes qui est un espèce de personnage un peu lunatique. Je sais pas si on peut dire bipolaire, peut-être que des bipolaires se sentiront discriminés ou insultés parce que je dirais ça, mais en tout cas elle a un gros problème d'instabilité et un peu de maniaco-dépressive quoi. Après je pense que c'est ce qu'ils ont aussi les bipolaires justement, donc heureusement les bipolaires en général ne torturent pas des écrivains dans leur chambre d'amis, donc vous inquiétez pas, je suis au courant que la plupart des bipolaires sont des gens relativement fréquentables comparé à Annie Wilkes, mais c'est ça un peu son principe, c'est d'être extrêmement instable. Et tous les deux, ils ont souvent des dialogues faux, comme je vous disais, lui, Paul Sheldon, il ment, mais elle aussi, elle ment, et donc des fois, ils ont des dialogues très mielleux qui sonnent faux et qui font d'autant plus flipper sur ce qui va venir quand l'hypocrisie sera partie, et on voit son visage changer quand il lui demande quelque chose et qu'elle le prend mal, et elle prend quasiment tout mal, il suffit qu'il rigole, elle pense automatiquement qu'il se moque d'elle. Elle a l'air d'avoir un putain de complexe, pas forcément d'infériorité, mais de paranoïa, pour penser que tous les gens la haïssent, et ça aussi c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les méchants de Stephen King, la paranoïa. Évolution, Paul Sheldon il a une évolution, voilà l'évolution d'un mec à qui on découpe des morceaux, comme je vous disais, physiquement et mentalement. C'est pas une évolution très agréable, c'est pas fait de manière
complaisante. Donc c'est intéressant. Parce que voilà, il va prendre cher, mais je vous préviens que vous aussi, vous pouvez potentiellement prendre cher en lisant ça, parce que justement, ça n'a pas d'indulgence, ça n'a pas d'espoir. Lisez-le pas si vous êtes déprimé et que vous êtes déjà en train de vous dire que la vie c'est peut-être de la merde, parce que vous risqueriez d'y voir une confirmation. Et puis comme je vous disais, l'évolution d'Annie Wilkes qui va vers la folie, tranquillement mais sûrement, hein, ou vers l'autodestruction aussi, enfin l'auto et pas que l'auto, hein, parce qu'elle va bien détruire des gens aussi dans son processus, mais en tout cas elle va vers la destruction. Et comme je vous disais, il y a certains livres de Stephen King où je trouvais que c'était pas trop crédible, je trouvais ça dommage en fait que ces méchants s'autodétruisent, et que du coup ça me donnait l'impression que c'était un moyen de se débarrasser d'eux. Mais alors avec Annie Wilkes ça marche très bien et ça paraît très logique et très cohérent. Parce qu'on sent dès le départ qu'elle a pété une durite, qu'elle tient pas trop à la vie, et du coup, la manière dont elle va se dire qu'elle veut finir, ça a l'air crédible, je trouve. L'univers des créatures, c'est notre monde, et c'est ça qui est flippant. Logique et cohésion. Il y a des choses improbables, mais c'est plutôt des aléas, on va dire, qui complexifient les choses. On pourrait se dire, Annie Wilkes, elle aurait pu se faire avoir bien plus tôt dans la réalité, mais le fait qu'elle ait de la chance ou que Paul Sheldon ait de la poisse, c'était pas non plus quelque chose qui ne pouvait pas arriver. Si j'accepte, c'est parce que c'est des choses improbables, mais qui rendent le récit plus intéressant, et je pense qu'on peut les accepter quand on se dit... Il y avait plusieurs alternatives, mais c'était celle qui donnait lieu à l'histoire la plus intéressante et la plus complexe. Quand on a l'impression que les choses artificielles, les choses improbables plutôt, sont un chemin vers la facilité, je pense que c'est là que c'est énervant. Quand elles sont un chemin vers la complexité, on arrive plus facilement, en tout cas moi, à admettre que des choses improbables arrivent, à se dire bon, je suis prête à dire admettons parce que c'est intéressant. La logique et la cohésion, je trouve que on n'est pas sur du 100%, on est plus sur du 90%, mais ça passe parce que c'est intéressant, surtout psychologiquement. Mystère et découverte, le mystère et la découverte de qu'est-ce que ressent et pense et vit quelqu'un qu'on démolit complètement physiquement. Comme vous le savez, Stephen King c'est un expert pour décrire les douleurs physiques. Et là, ça va pas louper. Comme je vous ai dit, le gars, il a les jambes en miettes. Et Annie Wilkes, ça lui fait prendre des antidouleurs qui s'appellent du Novril dans le livre, qui n'existent pas en réalité, mais qui sont de toute façon de la codéine. Du coup, ça rend accro. Et donc, le gars, il va devoir gérer ses douleurs. Le fait que, de temps en temps, elles s'estompent, mais que, plus le temps passe et moins le fait que les douleurs s'estompent, ça dure longtemps. Et plus il lui faut de médicaments pour que ça arrive. Et donc, voilà, il est addict. Et il y a l'avilissement d'être addict. Voilà, elle lui donne les pilules ou elle lui donne pas selon si elle est satisfaite de lui, ou des fois c'est par un peu caprice, hein. Des fois on a vraiment l'impression que c'est gratuit, ou des fois c'est juste parce qu'elle va pas bien dans sa tête et que du coup elle l'oublie dans un coin. Et il y a du mystère et de la découverte sur comment il va survivre à ça, bordel de merde, et surtout dans quel état. Et j'ai dit bordel de merde, je m'excuse, biscornouille. Écriture, je pense que ce livre il est bien écrit. Maintenant, comme je vous dis, moi j'ai préféré évidemment ça et le fléau, et je pense qu'il y en a d'autres, même des livres que j'ai peut-être moins aimé au niveau de l'histoire, mais que j'ai peut-être plus aimé au niveau de l'écriture. Celui-là, je trouve qu'il est assez brut de décoffrage, concret, il va à l'essentiel, il n'y a pas beaucoup de fioritures. Alors je pense qu'il fera plaisir à tous les gens qui n'aiment pas les descriptions et qui trouvent justement qu'il y en a trop dans ça. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Pas toujours et pas chez tout le monde, mais en tout cas chez Stephen King, c'est quelque chose que j'aime bien. Peut-être que ce livre manquait un peu de contemplation. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu voulais contempler dans ce moment-là? Alors il y a quand même quelques trucs que j'ai bien aimés et quelques scènes où je les ai visualisées, où je me suis dit, ah oui, quand même, c'est balèze. J'ai eu vraiment des images en tête de la chambre dans laquelle il est retenu, de la maison de Annie Wilkes. Je me dis, l'écriture, évidemment, elle est très bonne, hein, elle est pas juste bonne, mais j'ai vu mieux chez lui-même, hein, chez Stephen King, c'est pour ça que je dis ça. Poésie et contemplation, voilà, je trouve qu'il aurait pu en faire plus. Au lieu de nous mettre des passages de Misery qui était un roman de merde. Alors bon, c'est pas complètement nul de les avoir mis parce que d'une part, Paul Sheldon, il exorcise un peu ses angoisses dans son roman. Comme je vous ai dit, il dit que Annie Wilkes ressemble à une idole africaine. Et puis lui-même, il se compare à un oiseau qu'il avait vu dans un zoo quand il était petit, qui venait d'Afrique, qui avait l'air complètement paumé et déprimé là où il était, et ça l'avait fait pleurer de se dire il reverra jamais son pays et tout. Et donc lui il se dit qu'il est cet oiseau, et donc il arrête pas de penser à Afrique en se disant je reverrai plus jamais ma vie d'avant. Et elle lui fait penser à une idole africaine dans son côté, où il a l'impression justement que c'est comme si elle était en pierre, ou qu'elle était quelque chose de minéral un peu à l'intérieur. Et du coup c'est assez intéressant de voir ce qu'il va en faire, parce que du coup son roman va se passer en Afrique, il va y avoir justement une espèce de rituel chelou avec une idole de pierre. Donc oui, sur ce plan là c'est intéressant, mais je sais pas, il aurait fallu que son roman soit plus intéressant. Le début encore ça va de son roman, quand il fait revivre Misery, mais après
Après, j'ai trouvé ça chiant, donc vous me direz ce que vous en pensez si vous n'êtes pas d'accord. Suspense et action, en tout cas, ça c'est super bien géré. Il nous fait encore beaucoup de petites blagues, où il nous dit d'abord qu'il s'est passé quelque chose d'horrible avant de nous expliquer ce que c'est. Et des fois, il nous dit ce que c'est, mais on sait pas comment c'est arrivé, on sait pas pourquoi c'est là. Voilà, vous trouvez le perso avec un membre en moins et vous dites non mais attends, pousse, quand est-ce qu'il l'a perdu? Et après, on a un retour arrière de comment ça s'est passé. Voilà, il est assez taquin sur ce plan-là. Et oui, ça marche assez bien. On est vraiment en mode vigilance, du coup. Que ce soit pour des choses de l'avenir ou pour des choses du passé où on est un peu choqué. Ça marche très bien sur le plan suspense et action. Et je pense qu'il le sait et qu'il est au courant. D'ailleurs, à un moment, il parle de ça à travers son perso. De dire, voilà, genre, je vous ai eu, je vous ai attrapé. Et maintenant, il y a le il faut que. Parce que les gens qui peuvent pas s'empêcher de continuer. Des gens qui vont même vivre juste pour avoir la fin d'un livre. Et il dit que quand il sent qu'il a attrapé ce truc-là, il ressent un espèce de plaisir un peu pervers de se dire, ça y est... Je pense que c'est un peu ce que tout le monde ressent quand tu sens que t'as pris le dessus sur quelqu'un ou qui devient dépendant de toi ou quelque chose comme ça. Et lui, il a l'air d'être conscient de quand est-ce qu'il crée cet effet et de jubiler de le faire. Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti et que je ressentirai sûrement jamais parce que j'ai déjà du mal à avoir de l'empathie pour les gens quand je parle directement avec eux. Mais alors, je suis pas capable d'avoir de l'empathie pour des gens hypothétiques quand je suis en train d'écrire. Non, moi, quand j'écris pour moi et j'ai toujours peur de ce que les gens vont en penser. Quand je prends beaucoup de plaisir et que du coup, j'aime ce que je fais, j'en ai encore plus peur parce que j'ai très peur que les gens me fassent du mal en crachant sur quelque chose qui me tient à cœur. Donc moi jamais je me dis ah là je vais vous rendre fou mes petits salauds. Non, je n'arrive jamais à penser ça. Je trouve ça intéressant de lire qu'il y a des gens qui y arrivent, mais c'est pas quelque chose qui me manque parce que je trouve ça un peu méchant, gratuit, déloyal, je sais pas. Après je pense que si je le ressentais je me dirais que c'était normal, c'est juste que les choses méchantes entre guillemets qu'on ressent pas, je pense nous font toujours ce sentiment de gratuité où on se dit non mais une espèce d'étrangeté inacceptable de se dire mais ça a l'air un peu maléfique ou quoi parce que ça paraît incompréhensible. Annie Wilkes ça paraît incompréhensible souvent, c'est pour ça je pense qu'elle fait un bon méchant aussi. Je suis désolée pour les gens qui trouveront que c'est un peu gratuit de ma part mais je pense qu'on a tous notre part d'étrangeté et le point où les gens nous suivent plus et où ils se disent que là non ils adhèrent plus quoi. Et ça c'est quelque chose qui m'effraie parce que moi j'ai toujours peur justement de perdre les gens et de me retrouver toute seule comme ça avec ma bizarrerie à un moment, mais en général les gens suivent plus loin que moi dans ce genre de truc. Et puis pour les choses entre guillemets horribles, les gens ont ils sont beaucoup capables de rationaliser et je sais pas si c'est parce qu'ils ont envie de croire qu'ils comprennent ou si c'est parce qu'ils ont envie de se rassurer. Est-ce que c'est un mélange d'orgueil de se dire oui je suis capable de comprendre même quand c'est quelque chose de potentiellement négatif? Il y a sûrement plusieurs raisons, mais en tout cas, j'ai l'impression que les gens n'ont pas autant cette tendance que j'ai à se dire non, je comprends pas et je veux pas comprendre en fait. Et je suis désolée de ressentir ça parce que la plupart du temps, moi j'ai envie de comprendre tout le monde et je suis très fière de ça. Mais il y a des moments où j'ai pas envie. C'est pas que je peux pas, c'est que je veux pas en fait. Dites-moi si vous ressentez ça aussi ou si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a des choses dans la vie, des gens ou quoi, où j'ai pas eu envie d'avoir de la compassion. Je sais pas si c'est répandu, si c'est plus quelque chose qui arrive aux autistes ou aux neurotypiques ou à tout le monde ou pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et encore une fois, vous allez me dire que je pars trop loin, mais si je pars pas trop loin en parlant des livres de Stephen King, je vais jamais le faire. Parce que comme je vous dis, c'est des choses qui représentent une part importante de ma vie et ça creuse assez profond dans mes propres sentiments, etc. Et c'est pour ça que je les aime, justement. Ça dévoile des aspects très intimes de la psyché humaine et c'est des choses dont on parle pas habituellement. Et donc ça me fait penser à des choses de moi, à des choses d'autres gens, des choses soit qui me dégoûtent ou soit au contraire pour lesquelles j'ai de l'empathie. Mais dans les deux cas, c'est des choses intenses et dont la plupart des gens ne parlent pas d'habitude. Que ce soit parce qu'ils considèrent que c'est sale ou parce qu'ils osent pas. Je sais pas pourquoi, en fait, il y a autant de gens qui sont aussi pudiques alors que Stephen King il l'est pas du tout. En tout cas, là pour le coup, l'absence de pudeur c'est quelque chose que j'adore. Ça peut vous paraître bizarre ce que je dis, l'exhibitionnisme intellectuel c'est quelque chose que j'aime bien. Parce que moi j'ai souvent l'impression justement de pas comprendre les gens et je remercie tous les gens comme Stephen King qui ont mis leur propre esprit à nu suffisamment pour me permettre de comprendre ce que les gens avaient dans la tête et pour me permettre d'avoir de l'empathie alors qu'au départ chez moi ça se faisait pas spontanément. C'est grâce à des gens comme ça qui ont expliqué les choses de manière pas forcément ultra rationnelle, carrée et argumentée, même de manière métaphorique mais qui les ont expliquées suffisamment clairement pour que je les comprenne. Je les remercie vraiment parce que c'est grâce à eux que j'ai de l'empathie aujourd'hui. C'est eux qui ont constitué les patrons, les modèles entre guillemets de ce que je
prend pour les types humains un peu de base. Et ça m'a aidé à avoir l'indulgence envers moi-même, mais surtout envers les autres aussi. Hein. Enfin, les deux, de toute façon, je pense que ça va de pair. Hein. Comme vous pouvez le constater, Annie Wilkes, elle défonce des gens, mais elle s'automutile aussi. Je pense que les gens qui sont horribles le sont souvent aussi avec eux-mêmes. C'est triste, mais malheureusement, la plupart du temps, pour se sauver soi-même, on est obligé de ne pas essayer de les sauver eux, quoi. Donc dialogue, les dialogues sont vraiment bien. Annie Wilkes, comme je vous disais, mis à part le fait qu'elle emploie aussi le mot merdeux comme le méchant de Christine, ben sinon elle a ses propres mots, biscornouille et sale oiseau. Je trouve ça cool, cette insistance qu'elle a sur le fait de pas employer des gros mots, comment elle réagit mal entre guillemets quand elle voit des gros mots dans le fast car, hein, c'est pour ça aussi qu'elle veut le brûler je pense. Et du coup les deux parlent assez différemment. Elle, on dirait un peu qu'elle vient d'une autre époque et c'est assez cohérent avec le fait qu'elle soit fan de Misery, avec le fait qu'elle vive dans une espèce de montagne un peu reculée avec des animaux de ferme où elle en a pas beaucoup mais elle s'occupe de tout toute seule. Enfin, tout ça c'est assez cohérent et ça fait un personnage qui est très réaliste et qu'on peut s'imaginer et presque l'entendre parler et ça va jusque dans les dialogues. Alors oui, j'ai vu le film et du coup j'ai sa voix du film en tête quand elle parle. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais c'est le même mec qui lit Christine, qui lit Misery en livre audio. Je vous avoue que j'étais ultra déçue quand j'ai ouvert Misery, de me dire oh putain c'est encore lui, j'aurais préféré que ce soit le mec de Toumaki. Ce mec, voilà, il m'avait plusieurs fois sorti du récit tellement je trouvais que ses intonations n'étaient pas cohérentes avec ce qu'il disait dans Christine. Heureusement, c'est quand même mieux dans Misery. Alors, il y a des choses bizarres. Des fois, il fait des genres Manhattan, des trucs où il fait des prononciations comme s'il voulait faire l'américain, je sais pas quoi. Et à d'autres moments, il prononce super mal des noms où il y a même pas besoin de les prononcer bizarrement. Enfin, rien qu'avec Annie Wilkes, vous allez dire, mais toi aussi, t'as balbutié des fois. Oui, c'est vrai. Mais des fois, il fait Annie Wilkes. Je sais pas, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Sur les intonations des persos, même s'il fait pas de voix, il leur a pas donné des intonations complètement ridicules ou décorrélées de la situation. À part dans des moments où c'était un peu what the fuck, par exemple, il y a des moments où les persos chantent ou pensent à des chansons, et dans ces cas-là, il a tendance à faire avec un ton très monocorde, pire qu'une synthèse vocale, et je me dis, non mais mec, tu pourrais faire un petit effort en fait. Tu pourrais chantonner un air un peu à la con, ou alors tu pourrais te renseigner pour savoir c'est quoi l'air de la chanson. Alors vous allez me dire oui, mais il faudrait qu'il arrête de lire et qu'il reprenne l'enregistrement plus tard. Bah oui, mais enfin, normalement, c'est des livres qu'on paye, etc. C'est des gens qui, c'est leur métier, donc oui, en fait, ils pourraient peut-être mettre l'enregistrement sur pause, aller voir la vraie chanson et chanter un peu l'air de la vraie chanson. Enfin, c'est toujours pas ouf, mais c'est quand même mieux que sur Christine. Donc voilà, vous pouvez le lire, ça va, puis ce sera toujours mieux qu'un livre complètement mal écrit, avec des passages entiers illisibles, etc., comme la première fois que je l'ai lu. Crédibilité, réalisme des dialogues, oui, ça l'est. Et originalité côté marquant, bah non, j'avais complètement oublié les expressions de biscornouille et sale oiseau, donc je pense que je vais les réoublier. Par contre, il y a un truc qui est génial. Une des scènes du coup qui m'a énormément marqué, que j'avais oublié, et c'est pour ça qu'elle m'a marqué cette fois-ci, c'est parce que je l'avais oublié, c'est dans le début, justement. Il réclame ses pilules, etc. Elle lui dit oui, je vais vous les donner. Et en fait, elle pète un peu un câble. Ça doit être justement peut-être quand elle a appris justement que Misery était morte, mais j'en suis pas sûre. En tout cas, elle a balancé son bol de soupe, le bol de soupe du coup qu'elle destinait à Paul, contre le mur, et il a fait une grosse tache parce qu'elle était énervée sur le moment. Et après, elle se barre, elle revient, elle est un peu calmée, mais du coup, elle dit qu'elle va devoir nettoyer. Elle nettoie. Lui, il lui dit s'il vous plaît, donnez-moi mes gélules, voilà, je suis en train de souffrir. Et elle lui fait oui, mais je nettoie d'abord. Elle nettoie très longuement. Elle doit faire aussi un peu des absences, etc. Donc lui, il est en train de se dire putain, je souffre, mais quand est-ce qu'elle va me les donner, merde. Et après, elle finit et il se dit ça y est, enfin, elle est en train de finir, elle va partir. Et il entend donc renverser le seau. Il dit ça y est, elle va revenir enfin avec mes gélules. Et là, il entend remplir le seau et elle revient. Elle lui fait je vais devoir rincer maintenant. Et cette phrase, il l'a gardée pendant tout le livre. Et à chaque fois qu'il se passe des choses horribles et qu'il se dit quand on croit qu'il y en a plus, il y en a encore. En gros, qu'il se dit ça va être encore pire alors que j'espérais que c'était terminé. Et ben il se dit je vais devoir rincer maintenant. Et ça, c'est une super bonne formule. C'est une super qualité de Stephen King qu'il a dans plein d'autres bouquins où t'as des phrases comme ça. Si tu les dis décorrélées du contexte à une personne qui a pas lu le livre, elle va te trouver con, elle va pas du tout comprendre ce que tu veux dire. Mais une personne qui a lu le livre, elle comprend très bien le sens de cette phrase. En fait, c'est un peu comme les private jokes ou les délires un peu entre guillemets personnels. Et je trouve ça génial d'arriver à mettre ça en place dans un livre, te faire vivre une situation qui te marque tellement que justement quand on te ressort la phrase plus tard, et ben tu comprends à quoi ça fait référence et t'as l'émotion qui va avec et que cette phrase peut devenir un espèce de mème privé entre toi et l'auteur pendant le bouquin. Je trouve ça complètement génial. Il y en a dans d'autres livres, il y a le pas de ballon, pas de jeu qui m'a complètement marqué, que j'ai ressorti, mais voilà, le livre, je l'ai dû le lire. C'était dans Dreamcatcher, je crois, ça. En plus, le livre, je l'ai quasi intégralement oublié, mais alors pas de ballon, pas de jeu. Je peux vous dire que je le cite régulièrement dans mon journal ou quoi pour dire
quand la situation est bloquée pour une raison incompréhensible. Et ben voilà, c'est une phrase qui me vient systématiquement. Je la sors à une personne qui a pas lu le livre, elle va juste avoir l'impression que je lui dis Camoulox, mais en fait, voilà, ça m'a tellement marqué que, voilà, je vais pouvoir le ressortir 10 ans après, même plus. Et ça, c'est fort. Et là, le truc de dire je vais devoir rincer maintenant, c'est possible que ça me reste parce que l'image est bonne, en fait. Justement, dans le côté anodin, si je vous raconte cette scène, c'est pas que parce que ça m'a marqué le moment où elle dit qu'elle va devoir rincer, parce que vous allez me dire, mais c'est un peu anodin. Alors oui, il souffre parce qu'il attend son médicament, mais sinon, bah voilà, ça change pas d'habitude, entre guillemets, elle le fait attendre et c'est tout. Mais non, parce que après qu'elle ait fini de rincer, elle lui dit, voilà, maintenant je vais vous donner les gélules, mais par contre, vous allez les avaler avec l'eau de mon rinçage. Enfin, il a pas envie, elle lui fait, non mais je sais très bien que vous êtes capable de les avaler sans liquide, mais vous allez les avaler avec ce liquide de rinçage, parce que sinon ça va chier, quoi. Enfin, elle le dit pas, mais on comprend très bien que c'est le cas. On a cette scène où elle lui met le seau en face de la gueule, le seau jaune où il sent l'odeur de savon, et où il voit la serpillière grise avec l'eau grisâtre, et elle lui met devant la gueule, et elle lui dit, allez-y, buvez. Et tu te dis non, et lui-même il pense non, et au bout d'un moment, il se dit, non mais qu'est-ce qu'elle est capable de me faire si je le fais pas, etc. Et il se dit, oh, allez, c'est rien, ça sera vite fait. Et il finit par le faire. Je trouve que cette scène, j'ai trouvé que ça décrivait extrêmement bien ce qu'on ressent justement quand on est à la merci de quelqu'un de complètement fou, injuste, méchant, dégueulasse. Moi, j'ai vécu un peu une scène similaire dans mon enfance, je vais pas forcément vous en dire plus, mais ça m'a énormément marqué et cette scène du coup me l'a rappelé et du coup je comprends même pas comment ça se fait que j'avais oublié. C'est le moment où en fait lui-même il comprend qu'il est vraiment à sa merci, qu'elle peut lui faire n'importe quoi. Et le moment où dans ta tête tu comprends toi-même que t'es obligé de subir les caprices d'une personne complètement folle et où tu sais que tu pourras rien faire en fait, que tu vas céder de toute façon. Le moment où tu comprends ça et où tu renonces entre guillemets à ton amour propre et tu sais pas ce qui reste à faire, tu t'arrives dans un espèce de vide où tu sais plus ce que tu peux être en fait. T'as l'impression d'être juste une espèce de marionnette et de pas te reconnaître toi-même et de te répugner. Ce truc-là, je trouve que c'est ce qu'on ressent dans les situations. C'est un espèce de viol quoi, à la fois physique et psychologique. Et il avait parlé de viol au début parce que quand elle le ramène à lui, dans le tout début du bouquin, elle lui fait du bouche à bouche et il trouve que son haleine est horrible. Et il dit que justement il a eu l'impression d'un viol parce qu'il a senti son souffle qui rentrait dans ses poumons et que c'était comme si c'était un peu le soufre de l'enfer et qu'il ramenait à la vie contre son gré alors qu'il était bien mieux dans le brouillard et que ça l'a ramené à la souffrance. Mais je trouve que cette scène elle est encore plus évocatrice de la sensation psychologique du viol que le moment du bouche à bouche. Même si on a l'impression que l'haleine d'Annie Wilkes le dégoûtait plus que l'eau sale, enfin l'eau de rinçage de la serpillière. Et plusieurs fois il dit que justement quand il cite cette phrase allez maintenant je vais devoir rincer pour dire ça va encore chier, il revoit la bassine et on comprend qu'il est dans une situation où il sera complètement impuissant. C'est très fort de l'avoir écrit et je trouve que c'est très courageux parce que justement c'est pas quelque chose qu'on voit ailleurs et moi c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti et je pense que je suis pas la seule et ça fait du bien de voir quelqu'un qui met des mots là-dessus et de se sentir moins seul là-dedans. D'un côté, si vous êtes sensible sur ce genre de sujet, vous allez peut-être souffrir dans ce livre, mais d'un autre côté, je pense que ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas seul à ressentir ça et d'avoir quelqu'un qui sache mettre les mots dessus. Après, selon la force de caractère de chacun, mais je pense que pour les gens qui ont vécu des traumatismes comme ça, où ils ont été vraiment impuissants, ça peut être bien d'affronter ça justement à travers des livres. Mais si vous êtes dans l'optique d'un affrontement, évidemment. Si vous n'êtes pas prêt, continuez à attendre d'aller mieux. Note globale, du coup, je pense qu'on est sur un 8. J'ai beaucoup hésité parce que j'ai mis 7 à Christine, alors que j'ai beaucoup plus kiffé quand j'ai relu Christine, mais j'ai beaucoup plus kiffé parce que j'en avais quasi aucun souvenir, alors que ce livre-là, je m'en rappelais quasi intégralement. Il y avait des scènes, vraiment, j'avais l'impression de voir la suite avant qu'elle arrive, alors que je l'avais lu qu'une seule fois et dans un livre où il m'en manquait des bouts. C'est quand même assez fort. Enfin, plein de gens ont été marqués par ce livre, plein de gens l'ont aimé, ou en tout cas, c'est vraiment surtout être marqué. Je pense que du coup, c'est un livre qui représente bien beaucoup de thématiques de Stephen King. Le personnage écrivain qui souffre, l'addiction, les personnages humains fous, mais avec la faiblesse des humains derrière, où on peut avoir une sorte de pitié mêlée d'horreur par rapport à ça. Je trouve que c'est un livre qui résume, enfin qui contient un peu le meilleur de ce qu'il fait à ce niveau. Je pense que ça peut être un très bon King pour commencer, et qu'en tout cas c'est un de ceux qu'il faut vraiment lire et qui est vraiment très marquant. Donc je mets un 8 parce que je pense qu'il le mérite, plus que par rapport à la sensation que j'ai vécue en le relisant, parce que là ma sensation que j'ai vécue en le relisant, elle était vraiment plus proche du 7, mais comme je vous dis, elle était proche du 7 parce que je m'en rappelais super bien. Comparé à la moyenne des livres que je lis, et même des livres de King, c'est assez rare que je me rappelle aussi bien. Alors oui, encore une fois, il y a le film, et quand il y a des films, je me rappelle plus, mais rien que comparé à Christine, comme je vous dis,
je me rappelais beaucoup plus de Misery que de Christine. Alors oui, j'ai lu Christine quelques années avant, mais bon, j'ai dû lire Christine genre en 2007 ou un truc comme ça, et Misery peut-être en 2011 ou un truc du genre. C'est pas non plus hier que je l'ai lu. Ça fait bien 10 ans, très fort que je m'en souvienne autant. On met le 8, et donc oui, je vous le conseille complètement, sauf si vous avez vraiment peur d'affronter quelque chose de comme ça, parce que c'est vraiment dur, oui c'est dur, mais si vous avez le courage, lisez-le. Sur ce, on va spoiler. La scène que je me rappelais ultra bien, parce que je pense que c'est celle qui m'avait le plus, entre guillemets, traumatisée dans la première lecture, c'est la scène évidemment où il se fait couper le pied. J'avais un putain de sentiment d'irréalité, je pense que lui aussi, hein. Et je me disais, mais comment tu peux vivre avec ça? En le relisant, j'avais beaucoup moins cette impression-là. Limite, j'étais plus traumatisée par la scène de destruction de Fast Car que par la scène de découpe de son pied, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'ai en termes d'œuvres auxquelles je tiens et où je me dis mais si quelqu'un les détruisait, mais qu'est-ce qui resterait de moi intérieurement? Alors que si on me coupait le pied, je me pose pas trop la question de qu'est-ce qui resterait moi intérieurement. Alors évidemment, c'est pas seulement le problème de se faire couper le pied, c'est le fait de se faire couper le pied, encore une fois, par quelqu'un de qui vous êtes complètement à sa merci, qui peut faire absolument n'importe quoi de vous, qui peut vous obliger à faire des trucs horribles, et qui peut aussi complètement vous réduire en petits morceaux physiquement, et qui vous garde en vie malgré tout, alors que vous vous dites à ce moment-là, ça vaut vraiment plus la peine de vivre, mais ce genre de torture, oui, c'est quand même marquant et c'est quand même important. J'avais un peu peur que ça arrive avant, en fait, et à plusieurs moments, je me disais, ça y est, là, elle va commencer à vouloir lui découper le pied, et ça arrivait pas tout de suite, et du coup, il y a beaucoup de petites scènes avant qui m'ont angoissée, parce que je me disais, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, mais en fin de compte, du coup, pendant la scène en elle-même, je ressentais pas grand-chose, et après coup, j'ai eu beaucoup de sentiments d'irréalité. Je me rappelais très bien de la fin, du combat, entre guillemets, final, et du coup, j'ai eu beaucoup de moments de malaise, parce que moi, je supporte pas les quiproquos, je supporte pas les mensonges, je supporte pas qu'on fasse les choses par surprise, et comme la fin, il apprend complètement par surprise, ça m'avait mis énormément mal à l'aise la première fois que je l'avais lu, et comme je vous dis, ça m'empêchait d'être vraiment pour lui, ou d'être vraiment contente pour lui, et d'avoir un sentiment de victoire. C'est embêtant, mais d'un côté, encore une fois, ça contribue au fait qu'on termine ce livre plus avec un sentiment d'horreur que de soulagement, et c'est une fin qui est crédible, parce qu'on partage la peur du personnage qui revoit Annie dans tous les coins, et qui se dit ce sera jamais terminé. Comme il dit que c'est une déesse, il dit ça parce que c'est ce qu'elle était par rapport à lui, quand elle l'avait complètement dans son pouvoir, et c'est pas un sentiment qu'on peut oublier, justement, d'avoir été impuissant à ce point, parce que d'habitude on se voile tous la face pour nier le point où on est fragile et vulnérable, et je le dis pas pour être agressive ni envers moi-même ni envers les autres, je le dis parce que j'ai vécu aussi des moments comme ça où on m'a fait subir des choses et où je me suis dit mais c'est pas les choses en tant qu'on m'a fait subir qui m'ont paru atroces, mais c'est le fait de me dire que je me suis pas défendue, que j'ai rien pu faire. C'est quelque chose dont on se remet pas vraiment. En fait, je pense que la première fois que j'avais lu ce livre, j'avais pas vécu autant de choses comme ça. J'étais vraiment horrifiée parce que c'est quelque chose que j'intégrais pas. C'est quelque chose qui m'était étranger, justement, qui me révolutionnait un peu. Et je pense que j'avais besoin de le remettre sous le tapis. Et que du coup, c'est pour ça que ce livre m'a été désagréable, parce que mon cerveau avait besoin de faire beaucoup d'efforts pour dire non, je ne suis pas en train de voir ça, je ne suis pas en train de ressentir ça, ce n'est pas en train d'arriver, et puis d'ailleurs, ça ne va pas m'arriver. Alors qu'aujourd'hui, c'est bon, je l'ai vécu, ça m'est arrivé, donc je me dis oui, c'est moins traumatisant pour moi, et c'est pour ça que je pense qu'en fin de compte, c'est encore un livre, on pourrait dire oui, les gens qui ont vécu des traumatismes, ne le lisez pas parce que ça va vous rappeler des mauvais souvenirs, mais moi je pense que c'est justement les gens qui ont vécu des traumatismes qui ont le plus besoin de se sentir compris, de se sentir moins seuls, et de faire face à ce qu'ils ont vécu, et d'apprendre à l'accepter. Alors évidemment, si ça vient tout juste de vous arriver et que vous risquez de pleurer en lisant ça, ou de hurler, ne le faites pas, mais si vous en êtes au stade où ça commence où vous pouvez à nouveau sourire, où vous pouvez à nouveau être heureux de choses qui n'ont rien à voir, même si quand vous y repensez ça vous perturbe, là oui, lisez-le. Parce que justement ça peut être utile d'y refaire face, d'y repenser, une fois que vous avez la force physique et mentale de vous y confronter, pour
arriver à nouveau à être équilibré dans votre tête en vous disant bah oui c'est la réalité, avec un petit peu plus de réalisme, un petit peu plus de passage dans le vortex à perspective totale, une chose du guide du retard galactique qui m'est aussi resté depuis probablement plus de 10 ans. Un jour on en parlera du guide du retard galactique, mais le vortex à perspective totale c'est quelque chose dont je parle régulièrement parce que c'est une image qui m'a parlé, et pour des raisons profondes alors qu'on est dans un livre humoristique, donc Stephen King n'a pas le monopole des expressions qui me restent au bout de 10 ans, même si vu la quantité de livres qu'il a écrit et vu que je les ai tous lus, à part Élévation, que je ferai sûrement un jour avec vous, et voilà, on en parlera. Anatomie de l'horreur aussi, que je ferai sûrement un jour avec vous, du coup. Il y en a un grand nombre parce qu'il a écrit beaucoup de livres et parce que je les ai tous lus, mais il y a d'autres gens qui me font des choses qui me restent en tête. Je vous le raconte au cas où vous n'êtes pas au courant, donc... Paul s'est fait découper un pied, ensuite elle lui découpe un pouce, et c'est là que Stephen King nous fait la petite blague de oui voilà le pouce que j'avais plus, c'est arrivé juste un peu avant la dactyloctomie, et tu fais what? Et la scène il te la décrit beaucoup plus tard, après t'avoir fait un petit teasing bizarre comme ça dessus, une période où ça va mieux, une période où ça repart en vrille. Vous avez vu, j'ai pas dit de gros mots. Et l'autre scène, à part le fait de boire l'eau de rinçage, qui m'a énormément marqué à la relecture, alors que la première fois, ça m'était passé au-dessus visiblement, c'est le meurtre du flic. Figurez-vous que ce flic, je me rappelais qu'elle le tuait, mais dans ma tête, elle lui tirait une balle, un truc assez propre, vous voyez. C'était édulcoré. Non, elle lui passe la tondeuse sur la gueule, littéralement. Donc cette scène est très hardcore, et en plus, c'était vraiment, pour le coup, une scène qui ressemblait à Christine. Et comme je vous ai dit, j'avais adoré les scènes de mort dans Christine, et donc cette scène, je l'ai trouvée absolument géniale. Retour en arrière, si vous avez pas lu le livre et que vous voulez que je vous raconte la scène de manière compréhensible. Le flic arrive chez elle, en mode je recherche Paul Sheldon, je vais poser des questions aux gens. Paul arrive à crier et à jeter un cendrier à travers la fenêtre pour attirer l'attention, en disant je suis là, au secours, venez m'aider. Alors que au début il était bloqué, il se disait ne crie pas, et il se disait mais je dois crier, et il sentait qu'il était bloqué tellement il avait peur d'elle, et ça j'ai trouvé ça génial. Et encore une fois je me suis dit, est-ce que c'est crédible qu'il se soit débloqué ? Je sais pas, mais en tout cas c'est plus intéressant, parce que si il avait pas crié, le flic serait reparti, et l'histoire aurait continué de manière plus simpliste entre guillemets. Donc je l'accepte, même si je me dis c'est un peu facile. Le flic arrive, Paul donc l'alerte en lui disant je suis là, au secours, au secours. Le flic met la main à sa poche en mode pour sortir la photo, pour comparer, parce qu'il se dit bah c'est l'écrivain, c'est celui que je cherche. Annie arrive par derrière, elle lui plante une croix de bois dans le dos. De bois qui lui avait servi à mettre sur la tombe de sa vache qui était morte pas longtemps avant. Donc le flic titube un peu et elle lui ressort la croix et elle lui replante dans le ventre en passant par l'autre côté. Le flic tombe, on croit qu'il est mort, mais en fait il commence un peu à revenir à lui. Il essaye de sortir son flingue, mais pendant ce temps-là, Annie est partie rechercher sa tondeuse et elle lui fonce dessus avec la tondeuse. Il voudrait essayer de tirer et Paul espère qu'il va y arriver. Et encore une fois, je me disais, bon, il aurait pu y arriver, mais l'histoire aurait été moins intéressante. Donc il essaye de tirer, il y arrive pas parce que il a quand même pris super cher dans le dos et dans le ventre, il doit quand même être un peu dans un sale état. Donc le flingue lui tombe des mains et Annie lui fonce dessus avec la tondeuse, elle lui coupe le bras avec la tondeuse et du coup il peut plus tenir son flingue et après elle lui repasse dessus et donc c'est un peu comme Christine, hein, je vous disais ce côté aussi on passe et on repasse sur les gens. La description de la scène où elle lui passe dessus et la tondeuse cale dans un espèce de bruit un peu mouillé quand elle lui passe sur la tête et que du coup ça reste bloqué avec la tondeuse sur sa tête et Annie qui descend et qui se dit bon voilà qu'il y a du sang qui ressort par le truc qui évacue l'herbe de l'autre côté de la tondeuse. C'est une scène qu'on peut extrêmement bien visualiser. Et oui, le flic, quand elle lui est arrivée dessus avec la tondeuse, quand elle lui a, entre guillemets, d'abord arraché une main et enlevé le flingue, etc., il a essayé de ramper vers sa voiture pour se cacher dessous, mais il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à sa voiture, il a roulé, mais elle a roulé plus vite, et elle l'a écrasé et lui a écrasé la tête. Je trouve ça génial, parce qu'on se dit vraiment, il essaye des trucs, le flic, ça échoue, il se fait défoncer. Enfin, la scène, elle est extrêmement... Il y a du suspense... Elle est très flippante, très graphique et tout ça. Enfin, franchement, cette scène, elle était géniale. Et je l'avais oubliée. Tant pis, hein, mais je m'en rappellerai cette fois. Il y avait beaucoup de scènes, comme je vous disais, qui m'étaient restées vraiment gravées en tête. Et principalement la hache qui coupe le pied et la scène finale. Donc, scène finale que je vais vous raconter maintenant. Paul sait que Annie va l'abattre dès qu'il aura fini son bouquin. De toute façon, il y a des flics qui vont revenir, vu que le flic qui s'est fait buter, les gens vont poser des questions, ils sont déjà revenus, et elle sait qu'ils vont revenir bientôt avec un mandat. Le but, c'est vraiment qu'ils finissent le livre, qu'elle le lise, et qu'ensuite elle les tue tous les deux. Paul, évidemment, fait semblant d'accepter cette situation, et se dit que ce qui lui importe le plus, c'est de finir son livre, etc. Mais en réalité, il a bien envie de survivre. Et donc, il se dit qu'il a un plan, et son plan, ça va être de dire qu'il va vouloir fumer une dernière cigarette
quand il aura fini son livre, parce que c'est un rituel, etc. Alors elle aime pas, elle dit fumer tue, c'est pas bon pour la santé. Mais lui dit non mais c'est bon, ma santé, vous allez pas me faire croire que ça a de l'importance maintenant. Et elle lui dit quand même que ça la dérange, mais elle finit par accepter parce qu'elle est de très bonne humeur ce jour-là, parce que justement il l'a prévenu qu'il allait finir le livre dans l'après-midi. Elle est toute excitée comme une gamine. Je pense qu'elle est contente aussi de se dire qu'elle va bientôt en finir, parce que sa vie c'est vraiment de la merde depuis un moment. Donc elle accepte, elle lui donne une allumette et sa cigarette, et lui ce qu'il a prévu c'est qu'en fait il avait piqué du liquide inflammable d'allume-feu dans la cave, parce qu'elle l'avait enfermé dans la cave à un moment, et il avait réussi à le planquer. Donc il va recouvrir un faux manuscrit, parce qu'il fait semblant qu'il va brûler son livre, mais en fait il brûle des pages blanches, parce que lui-même il y tient finalement aux miséries qu'elle lui a forcé à écrire. Et donc il met juste la page de titre dessus et quelques pages de brouillon un peu dedans pour faire genre il y a quand même des trucs écrits, et intercaler avec des pages blanches et faire un tas qui ressemble. Et donc il recouvre ça du liquide d'allume-feu, il met l'allumette devant, il l'appelle, elle arrive avec la bouteille de champagne en mode ça y est c'est fini, c'est génial et tout. Et donc évidemment moi je déteste ça, parce qu'elle arrive en étant heureuse et que lui il l'agresse gratuitement dans le présent. On est bien d'accord que sur le long terme il lui devait bien ça, mais sur le moment n'empêche que c'était gratuit, et moi je ne supporte pas ça. Je supporte pas les agressions qui sortent de nulle part, quand l'hostilité n'est pas définie avant en fait. Et elle en plus elle bug, et moi je déteste que les gens bug. Au début elle est en mode mais qu'est-ce que vous faites? Et ensuite donc il met le feu au faux manuscrit, elle se jette dessus pour essayer de l'éteindre, et elle voudrait sortir de la pièce pour sûrement mettre de l'eau dessus ou quelque chose pour essayer de l'éteindre. Et lui il lui balance la machine à écrire qui est très lourde par derrière. Il aurait bien voulu lui foutre sur la tête, malheureusement il lui fout juste sur le dos. Donc elle tombe et elle a l'air d'avoir pris cher, mais elle est pas morte, elle est pas capoute, elle est pas non plus assommée. Et donc il arrive à se lever et à lui tomber dessus, et elle est un peu elle a la poitrine en feu, etc., avec le manuscrit qu'elle tient contre elle, et elle a pas l'air spécialement de s'en préoccuper. Enfin elle a l'air un peu partagée entre sauver le livre et le buter lui pour ce qu'il est en train de faire. Donc sa propre sauvegarde, elle est passée complètement à la trappe. Et c'est ça aussi qui est flippant, parce que justement elle ressemble là-dedans à une espèce de cafard, scorpion, tigre, enfin un truc vraiment qui est juste mille pattes, enfin quelque chose qui est juste dans l'agressivité et qui pense pas du tout à sa conservation. Je trouve que ça fait encore plus peur. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que justement c'est quelque chose avec lequel on peut absolument pas négocier quoi. Là elle voudrait essayer de le buter, mais bon lui sur le moment il lui tombe dessus, il a le dessus, il arrive à lui foutre des morceaux de papier brûlé dans la bouche, et il essaye de l'étouffer avec, et il lui dit vas-y tu le voulais mon livre, tu voulais le dévorer, ben vas-y bouffe-le. Et c'était assez rigolo à la deuxième lecture. Je pense qu'à la première j'avais pas du tout envie de rigoler. Il pense qu'il l'a buté, il commence à vouloir quitter la pièce, mais elle se relève une première fois, elle arrive à lui attraper les mollets ou quoi, et à le faire à moitié tomber, etc. Il arrive quand même à lui échapper et à s'enfuir. Elle le poursuite à quatre pattes, où lui il a du mal à marcher, elle aussi, et elle arrive à le rattraper et à commencer à l'étrangler, alors qu'elle-même elle a l'air d'avoir le visage bleu-violet. Elle arrive pas à parler parce qu'elle a toujours du papier dans la gorge, et elle a les yeux exorbités et tout, donc elle fait énormément flipper. Je pense que la première fois que je l'ai lu, ça faisait vraiment un truc un peu démoniaque sorti des enfers, donc ça faisait d'autant plus peur. Mais à la relecture, je me disais bon bah c'est bon, elle va crever, hein, elle va s'évanouir. Enfin si elle a le visage qui noircit, c'est qu'elle arrive pas à respirer malgré le fait qu'elle soit en train de bouger, elle va bien finir par s'effondrer en fait. Donc au bout d'un moment, il y a qu'à attendre. Mais voilà, lui il flippe, et elle l'étrangle pendant un moment avant de se réécrouler. Ensuite, il arrive à nouveau à s'échapper, il ferme la porte du couloir derrière elle, mais il voit ses doigts qui passent sous la porte et qui essayent encore une fois de lui agripper la cheville, donc il écrase ses doigts et il arrive à s'écarter, mais il se dit putain mais elle est increvable. Et encore une fois, il repense au fait qu'il se disait qu'elle était une déesse, et il se dit je vais jamais pouvoir la tuer, elle me poursuivra jusqu'à la fin des temps, c'est complètement voilà, c'est quelque chose d'horrible. Il s'endort un peu d'épuisement dans la salle de bain, et quand il ressort dans le couloir, bah il a l'impression qu'elle l'attend, finalement c'est que des ombres, elle est pas là, mais le truc c'est qu'elle est effectivement pas là, donc elle est pas non plus par terre, etc. Et comme il la voit plus, il se dit qu'elle va le prendre en embuscade à un moment. Il va dans le salon, il y a les flics qui arrivent, et il est en mode elle doit être à l'étage, faites attention, etc. Il est complètement flippé, et là on sent qu'il est complètement détruit psychologiquement, et qu'il gueule, il dit faites attention, elle va arriver, elle est là. Et eux ils fouillent, ils disent non mais il y a personne. Et le truc c'est qu'elle est plus nulle part dans la maison, donc là on dit oh mon dieu, ça fait un peu film d'horreur à la con, mais n'empêche que bah, ça marche bien. En tout cas la première lecture, je pense que ça m'avait bien fait flipper. Et on apprendra que dans l'épilogue final qu'en fait elle était sortie dans la grange où avant elle avait la hache, etc. et ils l'ont retrouvée écroulée avec la tronçonneuse dans les mains. Donc voilà, elle avait des petits projets pour lui à nouveau, hein, qui étaient pas très gentils, mais elle est écroulée avant d'avoir eu le temps d'aller jusqu'au bout de son projet. Et donc après on va nous dire que lui, bon bah voilà,
il rentre chez lui, il reprend sa vie, mais déjà il va avoir des mois d'hosto, il va falloir lui recasser les jambes, lui réparer, il va avoir une prothèse pour la jambe qu'on lui a coupée, et il continue de voir Annie dans tous les coins, et d'être hyper parano, et on sent que psychologiquement il est un peu détruit, et c'est ce que je trouve génial et réaliste et intéressant, mais j'avais gardé une première impression en finissant le livre de justement, ça se termine sur Annie sera toujours là en train de le poursuivre, même si elle est morte, dans sa tête elle sera toujours là, et du coup elle va lui pourrir la vie jusqu'au bout, donc peut-être qu'il aura mieux fait de mourir avec elle, en tout cas sa vie sera plus jamais comme avant, et il n'y a pas de happy end, au contraire on est vraiment dans en fait un chair de poule, non pas par un artifice littéraire, mais parce que c'est comme ça que l'esprit fonctionne, et ça c'est génial, parce que même dans Christine, justement il y avait le côté chair de poule de dire le cube de métal va-t-il redevenir une voiture, ou va-t-il même sous les formes d'un cube de métal arriver à nuire, ou alors on va reconstruire autre chose avec, peu importe, mais en tous les cas peut-il encore nuire, et c'était justement une fin à la chair de poule classique. Mais là, Annie, elle est morte, on nous dit plein de fois, non mais c'est bon, elle est morte, elle peut pas revenir, et lui-même il a beau se le dire, il peut pas s'empêcher de la voir dans tous les coins, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous connu, par rapport à des peurs réelles ou quoi. On a beau se dire que quelque chose est irrationnel, le soir avant de s'endormir, dans les cauchemars et compagnie, ça nous fait une belle jambe parce que dans notre tête c'est réel, et les choses qui sont dans notre tête elles peuvent réellement nous nuire en fait. Parce que s'il voit Annie devant lui, je sais pas, sur la route en voiture, même dans un cauchemar, tu peux faire une crise cardiaque parce que t'as trop peur. Donc oui, les choses qui sont dans ta tête peuvent réellement te tuer, et du coup si tu continues à avoir peur d'elle et à te dire que c'est une déesse, d'une certaine manière c'est le cas. Et c'est ça qui est réellement flippant, et c'est là-dessus que j'étais restée dans ma première lecture, alors que là en le relisant je vois qu'il y a quand même un peu d'espoir, parce qu'à la fin il arrive quand même à nouveau à écrire, on croit qu'il va rester bloqué, mais il arrive à commencer un nouveau bouquin juste sur les dernières pages de Misery. Donc il y a de l'espoir, il y a la possibilité qu'il aille mieux, même si on sait que Annie va continuer de le hanter. En tous les cas, il a pas perdu son talent pour l'écriture et l'évasion que ça représente. Parce qu'il décrivait l'écriture comme un trou dans lequel il tombait avec joie parce que ça lui faisait oublier la réalité. Moi, c'est pas du tout comme ça que je le vis. Et encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, c'est plus comme une pente en fait. C'est comme si je devais pousser comme sur une trottinette ou quoi. Et la plupart du temps, j'ai pas la force de pousser assez longtemps pour que ça prenne suffisamment de vitesse. Lui, il dit qu'il arrive à faire abstraction, je sais pas, des maux de tête, des douleurs physiques, de l'angoisse, alors que moi j'y arrive pas, mais encore une fois on est dans deux choses différentes, parce que quand il est chez Annie, c'est la peur d'Annie qui le fait écrire, et le fait de vouloir oublier sa situation concrète. Moi j'ai des fois réussi à écrire genre des veilles d'examen ou des trucs comme ça, et je pense que c'est ça qu'il veut dire. Et d'ailleurs il le dit, moi je disais oui mais ça marche que quand t'es sûr que tu peux rien changer, parce que si tu te dis je dois faire quelque chose, si t'as le stress de te dire qu'est-ce que je dois faire, et là l'angoisse paralyse et on n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'il faut écrire. Les moments où on arrive à s'absorber dedans, c'est quand on a l'impression qu'il y a quelque chose d'horrible qui va nous tomber sur le coin de la gueule, mais qu'on n'y peut absolument rien. Je me disais, est-ce qu'il en est conscient? Et en tous les cas, je me disais que j'en parlerais en faisant ma critique. Et en fait, il le dit plus tard dans la suite du bouquin, à un moment, qu'il sait que c'est justement parce qu'il a aucune chance de changer les choses qu'il arrive à s'absorber là-dedans malgré tout ce qui lui tombe dessus. Donc je suis d'accord et je comprends cette sensation, mais encore une fois, il arrive à s'abstraire de la douleur physique. Moi, j'en suis incapable, et je pense qu'il y a différents types de douleurs physiques, et quand je dis physique, c'est physique y compris dans le cerveau, parce que voilà, moi j'ai malheureusement le brouillard cognitif, et le brouillard cognitif, vous ne pouvez pas en faire abstraction, parce qu'il coupe juste totalement l'accès à l'imagination, l'inspiration. J'ai l'impression d'être débranchée en fait. Donc voilà, j'aimerais bien être comme lui et pouvoir me dire ça va pas, je vais m'absorber là-dedans, mais ce n'est pas possible. Je suis obligée d'attendre que ça se reconnecte et d'aller mieux pour que ça se reconnecte, et du coup je peux pas écrire pour oublier. Et c'est bien dommage, mais en tout cas c'est quand même bien décrit, et de toute façon c'est du vécu. C'est ça qui fait que les livres de Stephen King sont géniaux, c'est que c'est une partie de sa vie qu'il a mis dedans. Son personnage le dit aussi, que écrire ça dure des années, et c'est forcément nos propres angoisses, etc. qui constituent ce qu'on écrit, donc forcément oui c'est une partie de nous, ne serait-ce qu'une partie de notre temps, parce que justement ça nous a pris notre énergie pendant plusieurs années, mais en réalité c'est beaucoup plus que ça, enfin c'est pas que du temps, parce que justement le temps de notre vie, si moi je disais, je sais pas, je donne 2 ans, c'est pas juste des chiffres, entre guillemets, c'est pas juste une plage de temps vidée de tout. 2 ans, c'est 2 ans pendant lesquels j'aurais vécu quelque chose. Si je les avais pas donnés, oui, c'est clairement une partie concrète de notre existence qu'on met dedans, et je pense que le jeu, entre guillemets, en vaut la chandelle à partir du moment où on est lu par plusieurs personnes, parce que ces gens-là, ça leur donne peut-être en tout plus, surtout si c'est à plusieurs personnes, que ce que nous, ça nous a coûté, mais c'est pas garanti, et c'est quelque chose d'extrêmement risqué à chaque fois qu'on le fait, quoi.
c'est un putain d'investissement. Après, je pense que quand on le fait, c'est aussi parce qu'on a envie de le faire et qu'on le fait avant tout pour nous. Et à un moment, il parle aussi de ça, de l'égoïsme des écrivains. Il dit oui, on met des dédicaces, mais en fait, c'est pour se cacher à nous-mêmes le point où on est égoïste, parce qu'au final, l'écriture, c'est avant tout pour soi qu'on le fait. Je pense que c'est complètement vrai. Moi, j'ai jamais eu besoin de me le cacher, donc j'ai jamais mis de dédicace. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont extrêmement profondes et extrêmement, je vous dis, impudiques. Et moi, j'aime énormément cette impudeur chez les artistes. Après, évidemment, il faut être artiste, parce que si vous me donnez un mec impudique random qui fait des trucs crado ou quoi, ça va pas m'intéresser. Ce livre, il est vraiment bon. Je suis quand même contente de l'avoir relu, même si il m'a moins marqué que la première fois, et je pense que c'est la dernière fois que je le relis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Je pense qu'il serait pas dans mon top des Stephen King. Je sais pas s'il serait dans le top 10, je pense qu'il est dans le top 20, ça c'est sûr, mais dans le top 10, j'en suis même pas sûre. Comme je vous dis, c'est pas un livre qui me donne du plaisir, c'est peut-être un peu dommage. Il y a des moments où je me suis dit, ouais, bah moi aussi, j'ai bien envie de mourir, et je comprends Annie, et peut-être que finalement, en fait, je me disais, moi à sa place, je l'aurais laissé me tuer, et finalement, ce serait pas plus mal. Et je me dis, ouais, bon, c'est pas le genre de livre que je vais préférer, le genre de livre qui vont me donner ce sentiment-là. Après, il est bien. Je pense que dans les livres pénibles, mais bien, Cimetière sera forcément devant. Donc ce livre ne sera pas mon 3e ou mon 4e dans mon classement. J'ai pas encore trouvé, comme je vous ai dit avec certitude, qui serait mon 3e. Ce sera clairement pas lui, mais il est bon et je vous le conseille quand même. Sur ce, salut, je vous dis à la prochaine. À bientôt.